Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Antoine Scalia. Il est fondateur et CEO de Cryptio. Comment tu vas, Antoine ? Salut Romain, ça va super. Cool, bah écoute, je suis très heureux qu'on puisse enregistrer cet épisode de podcast ensemble. Alors comme tu le sais, la tradition dans Behind the Chain, c'est qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Première question, est-ce que tu peux nous présenter le début de ton parcours pro avant le Web3 ? Ouais, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. J'ai commencé à bosser sur ma boîte en 2018. Avant ça, je sortais d'école. J'ai fait une prépa, une école de commerce, HEC. Pendant cette période-là, j'ai eu plusieurs expériences pro dans la tech, faire du conseil. J'ai fait du conseil dans une boîte de conseil tech. J'ai bossé chez Vente Privée. J'ai bossé dans une autre grosse startup et j'ai fait une longue expérience dans un VC. Et c'est à ce moment-là, dans cette expérience dans ce VC de 1 an, dans un VC assez traditionnel, B2B SaaS, que j'ai commencé à bosser sur Cryptio. Donc voilà, donc Cryptio, en fait, c'est un peu mon premier vrai job. En tout cas, mon premier vrai job post-école. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste mon seul job. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de ta rencontre avec le Web3 ? Est-ce que ça s'est fait chez ce VC où tu as eu l'occasion déjà, dès cette période-là, c'était relativement early, début 2018, de voir passer des dossiers en lien avec, on va dire, la blockchain ou la crypto au sens large ? Ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, sur une composante perso avec, voilà, je sais pas, un pote qui t'a parlé de ça ? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter ? Les deux sont liés. Je pense que si j'avais pas travaillé dans ce VC, j'aurais sans doute pas bossé sur le projet Cryptio, donc ce qu'il est aujourd'hui. Mais ma découverte avec la crypto et le Web3, c'est une histoire c'est une histoire assez banale, vraiment même très banale, où voilà, j'entends parler, on est en 2000, fin 2016, début 2017, j'entends parler de l'augmentation du prix des cryptos, je commence à regarder un peu, j'achète un peu de Bitcoin, j'achète un peu d'Ether. Et ensuite, je commence à me plonger dans le monde des ICO. Donc, c'était la narrative, c'était le truc de l'époque, le truc de ce bull market 2016-2017, c'était les ICO, donc ces boîtes qui développaient, enfin, des boîtes qui levaient de l'argent en token. Ce qui m'a intéressé là-dedans, au-delà de la dimension évidemment spéculative, casino, un peu scammy, qui en soi est un truc qui m'intéresse, pas du point de vue pour faire de l'argent et arnaquer des gens, mais plutôt du point de vue expérimental, en fait, voir ces innovations à ce niveau, à ce niveau le plus early est vraiment un truc qui m'intéresse. Et en termes de proposition de valeur, en fait, l'introduction des ICO, c'est un peu le passage de jusqu'à aujourd'hui, on a Bitcoin et la narrative à l'époque, c'est Bitcoin comme une monnaie de l'Internet, à maintenant, on a Ethereum et Ethereum permet de pouvoir construire plein d'autres types d'applications sur plein d'autres secteurs et ouvre la porte en fait à d'autres propositions de valeur et d'autres types de use cases. Et c'est ça qui m'a intéressé au début d'un point de vue perso, d'un point de vue intellectuel, et c'est là-dedans que je me suis plongé. Donc à l'époque, je me souviens passer mes journées à aller sur des sites de toutes ces boîtes qui levaient de l'argent. Évidemment, encore une fois, on a réalisé après coup, enfin même sur le moment, ça semblait un peu louche, mais énormément de ces trucs-là étaient des grosses scams. Mais c'est un peu l'ouverture des horizons possibles comme ça à l'époque qui m'a intéressé. Puis en fait, assez rapidement, j'ai commencé à faire le lien, et enfin pas vraiment à faire le lien, même construire une conviction assez forte qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'un point de vue technologie, d'un point de vue business, que c'était extrêmement early et que j'étais un peu au bon endroit au bon moment pour pouvoir commencer à réfléchir à des business qui pourraient grossir en fonction de l'augmentation de l'adoption et en fonction de la capacité de l'écosystème à pouvoir trouver des use cases et à les développer. Et en parallèle, donc cette expérience de VC, très B2B, enfin le VC, le focus du fonds,
très B2B, investissait essentiellement dans des boîtes SaaS. Et je voyais beaucoup de deals qui sont des trucs, tu vois, des boîtes qu'on pourrait qualifier de pas très sexy, des trucs de marketing automation, des SaaS de compliance, ce genre de trucs. Et je regardais ces boîtes-là, je regardais la croissance de ces boîtes-là, et je voyais évidemment qu'il y avait des trucs très intéressants d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue financier. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs assez cool là-dedans. Et donc, en fait, je sais pas si ça s'est vraiment fait de manière purement rationnelle ou s'il y a eu un peu des trucs qui sont connectés dans mon cerveau sans trop que je réalise, mais en fait, assez naturellement, j'ai commencé à réfléchir à des idées de boîtes, à des idées de produits qui pourraient, avec un angle assez B2B, qui pourraient faire sens dans un monde où de plus en plus de boîtes utilisent de tokens, dans un monde où il y a de plus en plus de use cases et de raisons pour interagir avec des produits crypto, etc., etc. Et bon, il reviendra après à ce que fait crypto, mais en fait, voilà, assez rapidement, l'idée de crypto est apparue comme quelque chose d'assez évident. Et voilà, donc c'est l'histoire un peu de moi dans le Web3 et en même temps, assez rapidement, l'idée de la boîte et l'idée de crypto a été quand même assez mélangée et rentrée un peu dans le mix et rentrée dans mon histoire Web3. Alors, tu as commencé à anticiper ma question suivante. Tu as commencé à y répondre. On voit ton cheminement de voilà d'avoir envie de créer quelque chose dans cet univers Web3, plutôt sur le côté B2B. Mais est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu es arrivé concrètement à l'idée de Cryptio? Tu vois, est-ce que tu as rencontré des entrepreneurs Web3? Est-ce que tu as entendu autour de toi des gars qui se plaignaient? Alors bon, voilà, tu vas le détailler et tu en parleras bien entendu bien mieux que moi de ce que vous faites, mais vous êtes sur la partie, on va dire, comptable, vous aidez les entreprises et les projets crypto à traiter, à réconcilier, à closer, on va dire, leur comptabilité. Voilà, comment t'en es arrivé à te dire, tiens, là, il y a un vrai besoin et je pense qu'on a un boulevard qui va s'ouvrir. En fait, donc pour reprendre ce que je disais, il y a le cheminement, c'était j'ai envie de construire quelque chose qui puisse grossir de manière un peu organique et naturelle avec l'évolution du marché. On est assez tôt pour pouvoir se concentrer sur des éléments d'infrastructure qui sont des éléments d'infrastructure essentiels, puisqu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et donc, en gros, j'ai commencé à me poser la question de si il y a de plus en plus de boîtes qui utilisent, détiennent ce type d'assets et utilisent cette technologie, quels sont ces gros pans d'infrastructure, ces gros services besoins qu'ils auront dans le management de leur day-to-day. Et en gros, il y a trois piliers qui émergent assez rapidement, pas besoin d'être un grand visionnaire pour les voir. Le premier, c'est celui de la custody. Comment je store, je store et je détiens ces actifs. Le deuxième, c'est celui de la transaction, en fonction des use cases, si c'est un use case d'investissement, si c'est un use case de paiement, si c'est un un use case, par exemple, de participation à la gouvernance. Comment, en fait, j'utilise des outils qui vont me permettre de pouvoir réaliser ces transactions. Et le troisième pilier, c'est un pilier data et un pilier compliance. Une fois que j'ai la custody et que j'ai les outils nécessaires pour faire des transactions, comment je peux traquer cette activité et je peux répondre aux besoins de reporting qu'a n'importe quelle boîte, que ce soit d'un point de vue comptable, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue d'audit, d'un point de vue de compliance. Les deux premiers piliers, vu mon parcours, vu là où j'en étais à ce moment-là, j'avais genre 23 ans, 24 ans, donc j'ai pas de background technique, j'ai fait cette école de commerce. Le troisième sujet, j'ai commencé à creuser dans le troisième sujet. Aussi, il y avait plus de choses qui existaient sur les piliers 1 et 2. Et donc, le sujet avoir de la data pour des raisons comptables est apparu assez rapidement parce qu'il y a un parallèle assez clair qui est fait avec aussi la situation d'un particulier qui veut déclarer ses impôts en crypto, qui est un sujet que de plus en plus de gens, heureusement ou malheureusement, connaissent. Et il y a une dimension technique qui est comment je récupère mes données sur ces différentes plateformes d'échange, sur ces différents wallets, comment j'agrège ça, comment je valorise ça, comment je calcule les coûts d'acquisition. Voilà, il y a un problème, un peu un process technique qui est compliqué, qui est galère, et qui en 2016-2017, ça commençait un tout petit peu à être un sujet parce il commençait à avoir un peu des gens qui avaient gagné un peu d'argent, et donc ça commençait à être un peu un sujet. Et en voyant ce sujet qui grandit, côté retail, donc côté B2C, j'ai commencé un peu à creuser le sujet B2B en voyant clairement qu'il y a encore une fois un overlap dans les trucs techniques que tu dois faire. Après, il y a des choses très très différentes entre les deux, mais il y a un overlap technique, il y a une difficulté technique qui s'applique aussi bien au retail qu'aux entreprises. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et ensuite,
une fois qu'on a un peu se dit, bah, c'est ça le sujet, il y a un sujet, il faut qu'on digue. Bah, ça a été un peu, là, ça a été un peu long, puisque tu dois trouver des boîtes qui acceptent de passer du temps avec toi pour réfléchir à ça. Parce que une fois que juste j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un sujet, genre j'ai pas de produit, tu sais pas par quel angle prendre le sujet. Enfin, c'est assez, il y a beaucoup de trucs à défricher. Et évidemment, enfin, moi je suis pas un comptable, j'ai besoin d'avoir des gens qui m'aident à défricher ce sujet, donc j'ai besoin d'avoir des boîtes qui s'assoient autour de la table et qui acceptent de devenir un peu des design partners ou de bosser avec nous. Et ça a été assez ça a pris un peu de temps puisque bah, à l'époque, la plupart des boîtes crypto entre guillemets étaient des boîtes, voilà, des boîtes qui avaient levé en ICO. Je me souviens, on avait assez rapidement, j'avais fait un truc, il y avait ce site, je sais pas si ça existe encore, mais un site qui s'appelait ICO Bench, qui est un site qui listait toutes les ICO du moment, qui est en gros un peu un site, je pense peut-être aujourd'hui, enfin, devrait être fermé, un truc qui liste un peu tous les plus gros scams de la planète, enfin en tout cas à l'époque. Et j'avais scrappé ce site et j'avais fait du cold email pour envoyer donc des mails à tous les founders de toutes les boîtes qui étaient dans ce truc-là, en leur disant, voilà, on a réfléchi, on pense que le sujet de la comptabilité, ça va être un sujet plus tard pour vous. On aimerait construire un produit qui réponde à ça. Est-ce que vous êtes chaud pour à participer à des interviews, faire ce genre de trucs? Et les réponses qu'on a eues à ce mail, enfin, c'était désastreux, enfin, c'était mal parti. Genre, donc, il y avait, bon, évidemment, comme beaucoup de call email, ça c'est normal, il y avait une grande majorité de gens qui n'avaient pas répondu. Mais après, c'était beaucoup de réponses très négatives du genre, la raison pour laquelle j'ai fait une levée de fonds en crypto, c'est pas pour qu'on vienne me faire chier avec des trucs de compta, on fera jamais de compta. Ça a l'air d'être l'idée la plus stupide du monde, nan, 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 nan. Donc, on a été, bah, voilà, on s'est un peu pris le marché dans la gueule. Mais ceci dit, dans ce groupe-là, il y a quand même des boîtes qui ont émergé, qui ont montré un intérêt pour ça et pour le sujet, avec lesquels on a commencé à bosser. Des boîtes qui sont, et c'est ça un peu la morale de l'histoire, et c'est ça qui me fait assez plaisir, c'est que voilà, ces boîtes-là aujourd'hui, c'est des très grosses boîtes de l'écosystème, et les boîtes qui avaient répondu plus négativement, généralement, elles n'existent plus, pardon. Mais voilà, on a commencé avec bosser avec des boîtes comme Aveu, comme The Sandbox, comme Consensus, et ça vraiment dans les débuts. Et après, voilà, de manière ensuite organique, on a fait grossir la boîte, et on a pris, enfin, aujourd'hui, on va bien au-delà de ça, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, et c'est un peu comme ça qu'on a trouvé les premiers clients. Bah, écoute, merci du partage, c'est hyper intéressant et ce que je trouve cool, c'est que peut-être, contrairement à beaucoup de startups, vous l'avez pas finalement joué en fake it until you make it et vous y êtes pas allé en mode ça y est, on a l'outil qui est développé, tout ça. Vous avez vraiment voulu le développer avec eux et voilà, vous avez eu une démarche qui était, on va dire, très honnête finalement. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Après, le truc, c'est que c'est un peu ce sujet un peu de la compta, de la compliance. C'est un peu comme un cabinet d'audit, tu vois, comme une boîte comme EY ou comme PwC. Ce qu'ils vendent, c'est de la confiance. Les gens leur font confiance, les boîtes leur font confiance, leur donnent beaucoup d'argent pour parce qu'ils savent que, voilà, quand ils vont auditer tes comptes ou quand ils vont faire telle ou telle mission, ils vont le faire avec sérieux et ils ont construit un peu cette réputation de sérieux depuis des dizaines d'années. Nous, on n'est pas une boîte de service, on est une boîte de software, mais on a un peu l'objectif de rester là pendant très longtemps et de devenir très gros. Et donc, du coup, c'est ce principe de construire la confiance avec les boîtes avec lesquelles tu travailles, c'est tout aussi important. Et encore une fois aussi parce que moi, je suis pas comptable. Il y a, à cette époque-là, c'était très difficile. Enfin, tu pouvais parler avec 10 à 15 personnes de comment tu penses comment le problème doit être résolu. Tu allais avoir 15 versions différentes. Et donc, la solution n'est pas non plus évidente. Et donc, tu as besoin des autres pour arriver à cette solution-là. Mais ouais, non, pour ces deux raisons, c'est vrai que c'est une croissance qui est plutôt organique, qui est plutôt un peu genre bottom-up, construit avec les clients, plutôt que nous qui arrivons avec une solution complètement finalisée, ou en tout cas qui semble être finalisée et qui fait beaucoup de marketing pour essayer de grossir là-dessus. Ouais. Ok, bah écoute, merci pour le partage. Alors, bah, ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles de Cryptio plus en détail. Alors bon, voilà, tu as commencé à le faire, mais voilà, quelle est votre vision? Quels sont les features et finalement, voilà, quels sont les gros usages bah, de votre software qu'on peut faire aujourd'hui quand on a un projet crypto, un SEX, éventuellement même un DEX, etc. Bon, voilà, explique-nous Ouais. à qui vous vous adressez et ce que vous faites vraiment concrètement pour vos clients. Alors donc Cryptio, c'est une solution de back-office pour digital asset, pour crypto. On bosse donc avec des entreprises qui utilisent la crypto, peu importe la raison. Je reviendrai sur quel type d'entreprise on bosse. Et on les aide, premièrement, à faire une chose, qui est traquer toute leur activité.
donc de pouvoir réconcilier l'intégralité de leur historique de transactions à travers toutes les blockchains, tous les custodians, tous les exchanges, tous les liquidity providers qu'ils peuvent utiliser, afin de construire une source de vérité unique, source of truth, comme on dit, unique de l'intégralité de leurs transactions. Un élément qui est important ici, c'est un peu un élément technique, je ne passerai pas trop de temps, mais c'est quand même assez important pour comprendre la valeur du produit, c'est que sur la partie blockchain, donc la majorité de nos clients ont une grande majorité de leur activité directement sur des blockchains plutôt que sur des échanges centralisés, par exemple. Sur cette partie blockchain, on construit toute l'infrastructure nous-mêmes, l'infrastructure de données, c'est-à-dire qu'on fait tourner des nœuds de toutes les blockchains qu'on supporte, je crois qu'on en supporte plus de 25, on indexe toutes ces chaînes, et c'est-à-dire qu'en gros, on fournit de la donnée brute, de la donnée transactionnelle, qui puissent être dans lesquels des équipes finance et des auditeurs puissent avoir confiance. Je donne un exemple, c'est un de nos clients, un de nos gros clients, c'est Consensus. Consensus, c'est la boîte derrière MetaMask. On fait tout le back-office de MetaMask. Quand tu as une boîte comme Consensus, qui est une boîte qui est valorisée 8 milliards, qui se fait auditer par EY et que EY vient et commence l'audit financier, la première question qui se pose, c'est comment, en tant qu'auditeur, je peux m'assurer que l'intégralité des transactions crypto de l'entreprise sont capturées avant même qu'on puisse faire le moindre truc comptable ou de data processing. Et MetaMask, c'est à peu près 100-150 millions de transactions par an sur 6 ou 7 protocoles. C'est majoritairement des micro-transactions qui sont des fees prélevées quand quelqu'un va swapper à des tokens sur MetaMask ou quelqu'un va staker des trucs sur MetaMask. Il va y avoir des fees qui vont être prélevées. Donc, c'est 100-150 millions de transactions par an sur 5, 6 ou 7 protocoles différents. Et donc, comment tu récupères cette donnée de manière assez granulaire et de manière assez transparente pour que le mec chez EY, il ait confiance dans la donnée. Ça, c'est vraiment le problème fondamental qu'on résout. Donc, on aide ces boîtes-là donc, à traquer ces transactions et à le faire de manière transparente et à le faire de manière dont les équipes finance et les auditeurs peuvent avoir confiance. Et ensuite, une fois que cette donnée est dans le système, on crée des modules qui vont permettre aux boîtes de répondre à leurs besoins de reporting, avec un gros focus historique initial sur la comptabilité, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces transactions et on va les envoyer dans le logiciel de comptabilité qu'utilise l'équipe finance, qu'utilise le comptable. Donc, on va avoir des connexions API avec des trucs genre Xero, QuickBooks, NetSuite, ce genre de trucs. Donc, il y a des trucs de comptabilité et de taxes. Il y a des trucs plutôt de reporting financier et de FP&A qui sont plutôt pour l'équipe voilà, finance qui ne traite pas de la compta mais qui a besoin de reporter sur le business, reporter aux investisseurs, etc. Et de plus en plus, on va bosser, on se focus sur des sujets de compliance et de réconciliation. Et donc, on va bosser avec des boîtes qui sont des boîtes qui sont régulées ou qui vont devoir être régulées, par exemple dans le cas de MiCA, et on va construire des modules qui permettent à ces boîtes-là de pouvoir reporter aux régulateurs de manière à ce que, dans un premier temps, elles puissent obtenir leur licence et dans un second temps, qu'elles puissent la garder. Bah, écoute, merci pour la présentation détaillée. C'est assez impressionnant, j'avoue. Et alors, ça fait lien avec ma question suivante sur un petit peu voilà quels sont les chiffres clés de Cryptio. Moi, voilà, en préparant l'épisode, il y a quand même un chiffre qui m'a vraiment scotché. C'est alors tu me diras d'ailleurs s'il est toujours à jour, mais je pense c'est plus de 135 milliards de positions comptables réconciliées et clôturées voilà par vos clients dans votre tech. Bon voilà, est-ce que c'est bien ça et voilà, est-ce que tu as d'autres chiffres clés aussi pour illustrer ce que vous faites? Je pense que ce chiffre, il a un petit peu augmenté depuis, mais la dernière fois qu'on a mis à jour le site, c'était il n'y a pas si longtemps, donc il a pas non plus dû tripler. Des chiffres sur la boîte. Aujourd'hui, on bosse avec 400 clients. Dans à peu près 15 pays. Donc les clients, encore une fois, c'est que des boîtes, dans à peu près 15 pays différents. On a 3 verticales, des grosses boîtes crypto, ce qu'on appelle regulated crypto, qui sont des boîtes qui sont ces boîtes régulées, et des gouvernements. Là-dessus, dans les noms, on bosse avec les leaders du marché. Sur la partie, euh, sur la partie grosse boîte crypto, on fait tout le back-office et la comptabilité d'Uniswap. On bosse avec donc Consensus, comme je l'ai dit. On bosse avec Optimism Foundation, Arbitrum, Filecoin Foundation. Enfin voilà, toutes les grosses organisations crypto. On bosse avec une très grande partie d'entre elles. On a sur la partie regulated crypto, donc on bosse avec la plus grande banque d'Amérique du Sud, qui est une banque qui s'appelle Banque Colombia, qui développe un stablecoin et un écosystème de produits. Et on bosse avec plein de stablecoins et de boîtes du monde du paiement. Et la troisième verticale, c'est des gouvernements. On fait toute la compta du gouvernement du Salvador, toute la compta Bitcoin du gouvernement du Salvador. Et on a aussi un très gros contrat avec
avec une très grosse institution publique en Europe. Ça, c'est un peu sur la traction client. Un truc marrant, enfin qui me fait kiffer, euh, c'est qu'on est impliqué dans 3 procès avec la SEC, enfin impliqué de manière relativement indirecte, mais 3 de nos clients sont en procès avec la SEC en ce moment. Enfin, sont en conflit avec la SEC et Crypto joue un rôle très important dans le reporting financier qui est fait à la SEC. Donc voilà, ça c'est une stat je suis fier. En tout cas, on travaille très proche avec nos clients pour qu'ils gagnent ces procès. Voilà, ça c'est sur la traction et les clients. Et sur la boîte en elle-même, on est une petite soixantaine. On a 3 bureaux, un bureau à Paris où on a commencé, un bureau à Londres où je suis maintenant, et un bureau à New York. Voilà, on a levé 12 millions de dollars depuis le début et tout se passe bien. Et on est content. Super. Et alors du coup, en termes de, si on se projette un peu, si on parle de vos prochains gros jalons clés, tu parlais forcément, il y a des enjeux de croissance, comme toute startup. Il y a des enjeux aussi pour vous d'intégration, j'imagine dans des outils comptables, voilà, divers et variés aussi. C'est quoi les autres gros enjeux qu'il y a dans les prochains mois pour Cryptio? Le développement de la boîte, il se fait encore une fois beaucoup par étapes. Et les sujets, ils viennent un peu de manière organique en fonction de l'évolution du marché et en fonction de l'évolution d'adoption. Donc, quand on a commencé, ce que je racontais tout à l'heure, quand on avait nos premiers un peu design partenaires, le sujet, c'était faut aider les jeunes startups crypto à trouver un comptable et à clôturer pour la première fois leur compte. Donc ça, c'était un peu la stratégie de la boîte, les stratégies de produits, etc. Ensuite, certaines de ces boîtes ont grossi. Donc le sujet, c'était faut aider ces boîtes-là à passer leur premier audit financier. Faut aider ces boîtes-là à pouvoir construire des outils et des capacités de reporting qui sont un peu plus robustes parce qu'elles ont levé beaucoup d'argent et que les investisseurs ils sont un peu plus demandants en termes de reporting. Et là aujourd'hui, les sujets et donc qui sont un peu les trucs qui drivent un peu toute notre roadmap actuelle et des mois, sinon des années à venir, c'est comment on aide les boîtes aujourd'hui qui sont plutôt dans ce space un peu de regulated crypto, qui sont encore une fois soit des exchanges, soit des stablecoin issuers, soit des boîtes de paiement, des boîtes qui développent des ETF, des ETP, etc. Comment on aide ces boîtes-là à devenir régulées, enfin comment on aide ces boîtes-là à obtenir les licences qu'elles vont devoir obtenir et comment on fait évoluer le produit de manière à ce qu'il puisse aussi permettre de faire ce genre de choses. Et ensuite, un peu en parallèle ou un peu ensuite, le sujet, c'est comment on peut aider les institutionnels à pouvoir rentrer sur le marché. Et donc, comment on peut offrir cette stack de back-office complète qui permet d'adresser l'intégralité des sujets sur lesquels tu dois te concentrer quand tu es une banque, quand tu es un fonds d'investissement, quand tu es une grande entreprise qui veut adopter ou développer et distribuer des produits crypto. Donc, en termes de roadmap et en termes de focus, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça et qui sont comment on peut aider des boîtes à traquer leurs transactions, à traquer leur activité, à automatiser plein de process niveau data pour qu'ensuite ils aient des capacités de reporting et un stack de back-office qui soit aussi robuste, aussi reliable que dans le monde traditionnel, en fait. C'est un peu ça qui lie tous les développements. Alors j'avais une question à te poser maintenant, qui est une question un peu de retour d'expérience, de feedback. Toi qui as vu forcément beaucoup de cas avec tes clients différents sur la partie comptable et finance, j'imagine que voilà, il y a des entrepreneurs, la Web3, qui viennent de se lancer, qui sont encore early, qui vont écouter l'épisode et qui vont peut-être se mettre un peu à bader en mode waouh, j'ai pas du tout géré ça, je vais être vraiment dans la difficulté. Ce serait quoi je sais pas, les deux, trois points d'attention que tu voudrais leur dire, enfin voilà, ou leur mentionner, et peut-être, je sais pas, les un ou deux conseils, voilà, que tu leur donnes face à ça pour pas se retrouver justement en grande difficulté quand la première clôture ou le premier audit va leur tomber dessus, quoi. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux côtés du spectre. Il y a un peu, quand tu es vraiment une très jeune boîte, il y a un peu deux extrêmes un peu, il faut pas aller. Il y a d'un côté, il faut éviter de rien faire. Il faut éviter de mettre tous les sujets de reporting, de compta sur la partie crypto du business sous le tapis, de pas du tout y penser et de se dire bon, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est un peu l'extrême, je fais rien. Et de l'autre côté, se dire que il faut tout faire de manière parfaitement carrée et il faut que en tant que founder, je passe 5 heures par semaine ou 10 heures par semaine sur le sujet. Ça aussi, c'est un extrême où quand tu es une jeune boîte, dans lequel il faut pas tomber. Dans l'évolution d'une boîte, dans l'évolution d'une startup, il y a des événements qui se passent qui font que à partir de ces moments-là, tu dois un peu muscler ton jeu et donc tu dois un peu
augmenter la qualité de ce que tu fais. Et dans un terme de, enfin, si on prend donc ce sujet un peu de compta crypto, de reporting crypto, ces événements, ça va être ta première levée de fonds, enfin les premières levées de fonds. Peut-être pas la toute première, parce que généralement la toute première, tu gagnes pas d'argent quand tu fais la toute première, mais celle d'après, généralement tu commences à gagner un peu d'argent, donc les investisseurs ils veulent avoir un peu de reporting. Ça c'est un peu le premier événement. Et le deuxième événement qui peut arriver bien après, c'est celui de l'audit. Donc, il y a un moment, t'es obligé de te faire auditer. Et là, tu dois avoir déjà en amont, avant ça, un peu musclé ton jeu. Mais quand tu es tout au début, le conseil vraiment, c'est que tout doit être traqué. Donc, que ce soit en utilisant une solution comme Crypto, ou que ce soit en utilisant quelque chose d'autre, ou même en le faisant manuellement s'il n'y a pas beaucoup de transactions, même s'il y a plein de problèmes à le faire manuellement. Il faut que les transactions soient traquées. Il faut que les fonds de la boîte et les fonds des fondateurs soient bien ségrégés, que ça vive pas sur les mêmes wallets, que voilà, que tout ça soit relatif, que le setup initial soit relativement clean et qu'il y ait un effort de tracking qui soit fait depuis le début, de manière à ce que quand tu réalises qu'il faut muscler ton jeu, t'as pas à te taper 1, 2, 3, 4, 5 ans d'historique, où là, ça va être très difficile de remonter et de refaire l'histoire depuis le début. Et c'est la plupart des boîtes, elles tombent là-dedans. Et elles passent énormément de temps à essayer de retracer l'histoire et c'est très compliqué. Le sujet principal, c'est que tout doit être traqué. Le deuxième truc, c'est qu'ensuite, d'un point de vue comptable, c'est de bosser avec des comptables qui ont l'expérience de bosser avec des boîtes crypto, de manière à ce que ils puissent juste utiliser cet outil de tracking que vous utilisez ou, enfin, peu importe le truc, et qu'ils puissent utiliser cette donnée-là et qu'ils sachent quoi faire avec et qu'ensuite ils puissent voilà, faire leur boulot qui est de clôturer les comptes de manière à ce que les fondateurs passent le moins de temps possible, si ce n'est quasiment zéro temps sur ça. Donc ils doivent passer du temps sur setup ou truc de tracking, s'assurer que le truc tourne bien, mais après il est inutile de passer beaucoup de temps de passer beaucoup de temps pour essayer de over-engineer le truc, etc. Enfin, c'est inutile jusqu'au moment où tu dois muscler ton jeu. Donc en France, par exemple, il n'y a pas 500 000 cabinets de compta qui existent, qui font ça. Il y en a quelques-uns, il y en a des très bons. Donc il faut les contacter. Si vous les connaissez pas, vous pouvez m'envoyer un message et je vous ferai des intros. Mais voilà, ça c'est important. Et après, l'autre truc, c'est quand même en fonction de ton business. Il y a des choses aujourd'hui, parce que comme la réglementation est un peu plus claire, il y a des choses aujourd'hui qui font que tu dois quand même te poser des questions un peu tôt sur est-ce que mon business doit être régulé, est-ce que, par exemple, il tombe dans le scope de MiCA, etc., etc. Mais bon, ça, j'imagine que tout le monde fera ce truc-là. Donc ça, évidemment, il faut commencer un peu à se poser des questions et s'entourer de bonnes personnes pour répondre à ces sujets-là. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, c'est hyper précieux. Alors bon, le temps passe vite comme d'habitude. Je voulais te poser quelques questions, voilà, un peu plus personnelles sur l'écosystème. Alors je vais te demander des réponses plutôt rapides si tu peux. Ouais. Voilà, quand tu bosses pas sur Cryptio et quand tu sors la tête de la partie financière et comptable, que tu reprends ta casquette, on va dire, d'investisseur, peut-être, c'est quoi la tendance ou la techno, voilà, Web3 qui te hype le plus en ce moment? Bon, alors, c'est peut-être pas le truc le plus fun, mais c'est vrai, c'est le truc qui m'intéresse le plus, les stablecoins. Je trouve qu'il se passe énormément de trucs qu'il se passe énormément de trucs en ce moment. Et c'est déjà passé énormément de trucs depuis des années qui font qu'aujourd'hui on est dans un état où il y a plein les use cases sont de plus en plus clairs, les business models aussi. Il y a plein de nouveaux acteurs plus institutionnels qui rentrent, PayPal, Ripple. Il y a des banques qui vont s'y mettre et voilà, et tout ça, moi c'est ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse d'un point de vue personnel, ça m'intéresse d'un point de vue business, et ça m'intéresse d'un point de vue personnel. Ok, bah écoute, merci pour ta réponse light. Et puis du coup, bah, on arrive voilà, à la dernière question cette fois-ci, qui est jamais la plus simple. Voilà, si tu avais la feuille blanche et le crayon et que tu pouvais nous dessiner ton Web3 idéal d'ici une dizaine d'années, tu aimerais qu'il ressemble à quoi? Je pense que le Web3 idéal, c'est le Web3 qu'on voit plus. C'est quand on a arrêté de parler de Web3. Je trouve que c'est aussi un écosystème où on a un peu arrêté avec un peu les religions, avec les dieux, où on a des gens qu'on met un peu sur des piédestals. Ça, historiquement, ça n'a pas marché, ça marchera jamais. Enfin, c'est le cas dans la crypto, c'est le cas partout. La faille des FTX a un peu aidé dans cette évolution-là, mais aujourd'hui, on est encore assez entre nous. Il y a encore un peu des religions et les gens un peu se battent pour des trucs qui n'ont vraiment pas beaucoup d'importance. Donc, c'est un état où il n'y a plus de religion, il n'y a plus de clan, il n'y a plus de dieu. Un état où on n'a plus à prouver que enfin, on n'a plus à faire en sorte qu'il y ait des entreprises comme Crypto qui existent où on doit créer de la technologie pour montrer que c'est un truc dans lequel les gens peuvent avoir confiance, étant donné qu'il y a un peu cette proposition de valeur initiale qui est d'être trustless et donc pas avoir vraiment besoin d'avoir ces intermédiaires qui montrent qu'on peut avoir confiance dans la technologie et ouais, et un état où on arrête un peu de parler de Web 3
versus le reste du monde. On arrête de parler des entreprises crypto versus le reste du monde et où juste la blockchain est un peu le layer de settlement de l'intégralité des échanges de valeurs et que les digital assets en règle générale ont trouvé leur place dans plein de use cases, que ce soit des use cases retail ou que ce soit dans des use cases B2B, voilà, c'est mon état idéal, c'est un état où le Web3 a disparu. Bah écoute, merci beaucoup pour voilà pour le partage de ta vision et puis bah écoute, merci tout court pour la participation à cet épisode. Écoute, j'ai appris beaucoup de choses et puis c'était hyper intéressant de voir bah voilà tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps pour Cryptio, le développement, tous les conseils aussi que tu peux donner à des jeunes entrepreneurs Web3. Donc voilà, un grand merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment aussi et puis écoute, bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et puis dire aussi un petit mot aux auditeurs. Bah, mais non, merci beaucoup pour l'invite, c'était hyper cool. Si dans les, ouais, non, si dans les auditeurs, il y a des jeunes entrepreneurs et qui se posent un peu des questions sur ces sujets un peu chiants, dont on n'a pas trop envie de se poser de questions au début, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, sur Twitter, enfin, peu importe. Et voilà, je serai là pour vous aider, pour vous donner des conseils et pour vous présenter aux bonnes personnes. Écoute, c'est noté, on partagera bien entendu voilà, les liens vers tes différents contacts dans le descriptif du podcast. Et puis écoute, je te souhaite une bonne continuation, Antoine, et je te dis à très vite. Salut. Merci, salut Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.